Et cette personne-là, je lui ai demandé, quand je faisais on a préparé le dossier de surendettement ensemble, je lui dis, est-ce que vous avez menti quand vous avez fait les crédits? Parce qu'en fait, pour des petits crédits, on n'a pas forcément de pièces justificatives à donner. Et donc, il faut répondre évidemment de bonne foi et répondre la vérité, mais malheureusement, quand on voit des dossiers avec beaucoup de crédits, on se dit que peut-être qu'on n'a pas été si clair, que la personne n'a pas été si claire quand elle a pris le crédit. Et j'avais bien aimé sa réaction, parce que c'est une réaction qui est naïve, mais qui est tellement vraie. Mais Pauline, si j'avais donné vraiment tous mes crédits, il m'aurait jamais accepté le crédit. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi bien sûr des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage, oui, direct d'entrée comme ça. Juste pour vous dire que cette interview est réalisée dans le cadre du Podcaston, qui incite tous les ans, c'est la 2e édition, des tas et des tas de podcasteurs à réaliser des interviews ou à mettre en scène des associations. Et bien sûr, j'ai demandé aux équipes du Podcaston de me mettre en contact avec les équipes de Crésus dont j'avais déjà entendu parler. Et donc nous voici ensemble avec Pauline Dujardin. Je vous invite à aller voir dans les notes de cet épisode pour en savoir plus sur le Podcaston et merci encore aux équipes du Podcaston. Je vous souhaite une belle écoute. On est donc avec Pauline. Salut Pauline. Salut Fabrice. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Tu es juriste. C'est ça. Pour la fédération des associations Crésus. Voilà. Crésus, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Crésus, ça a été créé en 92 en Alsace, à Strasbourg. Alors, j'ai pas l'accent alsacien, on l'entend pas là comme ça, mais et l'idée, c'était dans les années 90. L'idée, c'était d'aider les gens qui étaient licenciés en Allemagne suite à la crise économique, et on les a aidés avec leurs difficultés financières. En l'occurrence, on n'a pas fait des dossiers de surendettement, notre spécialité aujourd'hui, parce que la procédure de surendettement, elle était pas très intéressante à ce moment-là. Okay. Et on a fait des délais de grâce. C'est une procédure qui permet de suspendre des mensualités de crédit pendant maximum 2 ans. Le temps que les gens retrouvent du boulot pour qu'ils puissent garder leur bien immobilier. Ok, donc à l'époque, ça s'appelait, c'était des délais de grâce, ça existe toujours ou... Ça existe toujours, D'accord. C'est une procédure qui est pas très connue, qui est pourtant très très bien, par contre qui est compliquée parce que les textes sont assez mal écrits, et comme ils sont mal écrits, chaque juge peut un peu décider de la procédure qu'il souhaite appliquer. Ah, ok. Donc parfois c'est hyper simple, parfois c'est très compliqué et coûteux. Okay. Donc selon les endroits où habitent les gens, on va leur conseiller ou non. Ok, et donc vous travaillez spécifiquement, en tout cas vous filez un coup de main à tous les gens qui sont en situation de surendettement, c'est ça? Alors, j'irai même plus loin à toutes les personnes qui ont des difficultés financières. Ok. Comme je le disais, Crésus a été créé en Alsace en 92 et l'idée, c'était 2 ans. 5 ou 6 bénévoles, je sais plus exactement. Et donc, c'était une expérimentation. Et puis, on a fêté nos 30 ans il y a 2 ans. Parce que aujourd'hui, et spécialement dans la période actuelle, les difficultés financières, ça peut toucher tout le monde. Il y a 24 assos aujourd'hui, c'est ça? 27. 27 associations en France? 27 associations en France avec certains endroits qui ne sont malheureusement pas couverts, des endroits qu'on aimerait beaucoup couvrir. Marseille, il y a un vrai besoin et on n'a pas d'association Crésus à Marseille.
On a un projet sur le centre de la France aussi, hein, en gros Clermont-Ferrand, où là on avait une jolie diagonale du vide classique. Oui, ça, j'allais dire oui. Et comme on est un réseau de bénévoles, en fait, on est dépendant aussi des bonnes volontés. Donc on nous contacte, une personne veut créer une association. Tout seul, il n'y arrive pas trop, donc on va organiser des réunions pour faire connaître Crésus et puis pour aider à monter des assos locales. Et donc si par exemple quelqu'un nous écoute et à Marseille et se dit tiens, j'aimerais bien travailler avec les gens en situation de surendettement et file des coups de main. Alors d'autant plus qu'on a une personne, d'autant plus qu'on a une personne sur Marseille qui est en train de monter un projet, mais on est vraiment au balbutiement et donc on a besoin de toutes les bonnes volontés. Ok, d'accord. Et donc qu'est-ce que fait Crésus exactement concrètement pour les gens qui sont en situation tu dirais quoi, détresse financière, c'est ça? Ouais, difficultés financières. En fait, on va toujours commencer par faire un diagnostic. Parce que les problèmes d'argent, je pense que je vais rien t'apprendre. Oui. Dès qu'on commence à parler d'argent, les personnes ne sont pas forcément hyper raisonnables avec leur budget. Et en fait, la première chose à faire, c'est déjà de faire un diagnostic pour voir si effectivement on est dans une situation de surendettement, on va déposer un dossier de surendettement, ou alors c'est juste des difficultés budgétaires, on va revoir un petit peu comment les dépenses sont faites. Je crois que la première étape, ce diagnostic, il nous permet bien sûr de poser le problème et d'orienter vers certaines procédures. Et c'est pour ça que dès le premier rendez-vous, en fait, on essaie, alors on ne donne pas la solution directement à la personne, mais en tout cas, on lui explique qu'il y a des solutions. On a une chance, c'est qu'on n'est pas médecin. Quand on est médecin, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Ouais. Nous, dans le domaine des difficultés financières, on a quand même beaucoup de procédures qui existent en France. On parlera plus de la procédure de surendettement, qui est une procédure qui est hyper protectrice. Et donc, la plupart du temps, je dirais à 98%, on a des solutions. Alors après, est-ce que les solutions conviennent aux personnes ? Là, c'est autre chose. Et donc, quand les gens viennent vous voir, vous leur demandez de venir avec leur budget, leur paperasse, etc., etc. Ou alors ça, c'est dans un deuxième temps? C'est encore mieux si la personne vient tout de suite avec... soit elle a fait un budget avec ses ressources, ses charges, sinon un relevé de compte, ça peut déjà donner une bonne idée. Et ensuite, après, si on n'a pas toutes les pièces, on va faire au fur et à mesure, on va dire ce dont on a besoin. On a des personnes qui viennent nous voir avec un tas de courriers, le courrier il n'est pas ouvert, et la première étape, ça va déjà être d'ouvrir le courrier. J'imagine, le truc, il y a des gens qui sont vraiment dans des... On a parlé de phobie administrative, c'est vraiment des gens pour qui les courriers représentent des trucs, des peurs, quoi, systématiques, donc il faut surtout pas les ouvrir. C'est ça. Et donc j'imagine que là on rentre dans une dynamique qui est vraiment compliquée, parce que moins tu ouvres tes courriers, plus les courriers finissent par arriver, quoi, tôt ou tard. C'est un peu le problème avec les difficultés financières, c'est que le courrier, on peut mettre la tête dans le sable et puis on se dit, ça va passer. Malheureusement, les gens viennent nous voir très tard, parce que, en général, c'est quand l'huissier sonne à la porte. Ah ouais. Qui viennent nous voir. Et ça, c'est dommage. Alors, dans l'absolu, on a quand même des solutions. Mais plus les gens viennent tôt, plus on a de solutions. Donc, parfois, les gens vont nous dire, non, moi, le surendettement, ça m'intéresse pas. Alors, souvent, c'est parce qu'ils connaissent pas le surendettement. Donc, nous, on a un peu des VRP de la procédure de surendettement. Mais s'ils viennent très tôt, on aura le délai de grâce dont j'ai parlé. On a aussi juste de la gestion budgétaire. Mais c'est clair que la difficulté, c'est que les personnes vont sont toujours convaincues en fait qu'elles vont trouver une solution. Et ça, c'est vraiment dans la relation à l'argent. Alors, on dit souvent en France, on n'arrive pas à parler d'argent. Moi, je bosse au niveau européen. Alors peut-être qu'il y a plus ou moins de difficultés à parler d'argent, mais les difficultés financières, qu'on soit français, bulgare, allemand ou irlandais, les personnes ont la même honte en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement c'est de la honte. C'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que comme les gens ont honte, ils en parlent pas. Alors ils en parlent pas autour de chez eux, ils osent pas aller se faire aider. Et c'est là que la situation en fait va se dégrader, en ayant toujours à l'esprit que, et c'est ce qu'on nous dit beaucoup quand on voit les personnes, c'est je vais trouver une solution. Je vais pas demander de l'aide, pas tout de suite, parce que je vais trouver une solution. Et parfois la solution, alors c'est une super idée, faire des demandes d'aide financière à sa mutuelle, ça existe. Les gens savent pas forcément que ça existe. Un prêt employeur, il y a plein de choses qui existent. Mais des fois, la solution, c'est de reprendre des crédits pour payer les crédits, c'est de puiser dans les réserves. Et puis, il y a un moment où le coup tombe, quoi. Tu sais, je reçois beaucoup de gens qui ont souvent une peur de manquer, tu vois, de manquer d'argent. Et derrière cette peur de manquer, il y a aussi la peur de, entre guillemets, finir sous un pont.
Et souvent, ce que j'essaie de leur dire, c'est, je crois vraiment qu'il y a 1000 étapes avant de finir sous un pont. Alors certes, il peut y avoir vraiment des situations catastrophiques et qui peuvent aller à toute vitesse, mais j'essaie de un peu les aider à relativiser en disant il y a vraiment plein de gens, j'imagine, autour de toi et plein d'aides. Et justement, je trouvais ça cool de t'avoir pour en parler aussi, parce que Crésus fait partie de cette possibilité, quoi. Ah oui, en fait, il y a tout un environnement de l'inclusion financière en France. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, il y a les Crésus, forcément, c'est les meilleures associations. C'est mon association. Voilà. Mais par exemple, l'État a mis en place 500 points conseil budget. C'est des assos qui sont labellisés par l'État, comme ils ont le tampon, en fait, peuvent aider pour les difficultés financières. En gros, je pense que chaque citoyen français peut accéder à un de ces points conseil budget. C'est gratuit, c'est inconditionnel, et c'est pour des conseils, donc ça engage à rien. Et effectivement, nous, ça nous arrive, des bénéficiaires qui, au début, nous, on appelle nos usagers les bénéficiaires, tu l'entendras plusieurs fois, et des personnes qui nous disent, et là, j'ai été expulsé, ça a duré 2 semaines. Non. Il y a vraiment des procédures qui existent en France qui font qu'une expulsion, par exemple, ça se fait pas en 2 semaines. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que ça se fait pas en 2 semaines, mais du coup, ça permet, dès qu'on a le commandement de payer, dès qu'on a un courrier, parce que il y a des dettes de loyer, il faut tout de suite aller voir une association pour se faire aider, pour justement peut-être déposer un dossier de surendettement, ce qui va protéger de l'expulsion, par exemple. Tu peux m'expliquer un petit peu donc ce fameux dossier de surendettement dont vous êtes les VRP? Alors, le dossier de surendettement, c'est les personnes qui peuvent déposer un dossier, c'est ceux qui n'arrivent pas à faire face à leurs dettes. On va dire, c'est un peu le titre est dedans. C'est une procédure qui est gérée par un service de la Banque de France, donc c'est complètement public. C'est une procédure qui peut se passer uniquement par échange de courrier. Il n'y a pas forcément, alors peut y avoir, mais il n'y a pas forcément d'intervention d'un juge, par exemple. Les gens ont peur du surendettement parce qu'ils ont peur du juge. Qu'est-ce que va faire la Banque de France? La Banque de France va étudier le dossier, elle va regarder la situation. Dans la plupart des cas, dans tous les cas, elle va calculer une capacité de remboursement. Alors ça, avec ces petits calculs, il y a quelques dépenses qu'elle prend au réel, le loyer, par exemple. Mais il y a d'autres dépenses qu'elle prend au forfait parce que, on doit avoir une certaine égalité sur le territoire entre tous les citoyens. Dès lors qu'on a la capacité de remboursement, la Banque de France va décider soit d'échelonner les dettes, parce qu'il y a une capacité de remboursement, et s'il n'y a pas de capacité de remboursement, on va partir sur un effacement de dette. Ok, vraiment. Et elles ne sont payées par personne. C'est souvent une question que j'ai. C'est incroyable. C'est qui c'est qui paye? En fait, c'est les créanciers. C'est le risque d'être créancier que de voir sa dette effacée. Incroyable. Et ça arrive régulièrement? Je crois, alors j'ai pas regardé le rapport qui vient de sortir, là, mais je crois qu'on est sur les mêmes chiffres que l'année dernière. On est sur 40% des dossiers. Ah ouais. Ce qui est beaucoup, alors après, ce qui s'explique parce que avant la Banque de France, quand il n'y avait pas de capacité de remboursement, elle laissait un moratoire, donc on avait un gel des dettes pendant 2 ans. Et donc l'idée, c'était le temps de se refaire, donc le temps de retrouver un boulot, de vendre la maison, éventuellement autre chose comme ça. Là, elle a considéré depuis 4-5 ans que en fait, les gens qui avaient ce moratoire redéposaient inlassablement des dossiers. Donc aujourd'hui, elle va beaucoup plus rapidement sur des effacements de dettes. C'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont importants maintenant. Tu me disais juste avant qu'on enregistre que il faut faire attention aux chiffres de la Banque de France par rapport à la réalité du surendettement. Ben oui, parce qu'en fait, comme déposer un dossier de surendettement, ça demande un acte positif de la personne, il y a potentiellement plein de gens qui sont surendettés, ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes, mais qui déposent pas de dossier à la commission de surendettement. Et là, on a eu une hausse de 8% par rapport à l'année dernière, qui est une hausse pas très importante quand on regarde la situation actuelle. Mais ça, c'est aussi dû au fait que les gens... c'est les chiffres de la Banque de France. C'est les chiffres de dépôt de dossier. Donc cette année, en 2023, il y a 121 000 personnes qui ont déposé un dossier à la Banque de France. On était à 113 000 sur 2022. Et là, à 121 000, on est en gros au chiffre de 2019. Et même si on peut saluer le fait qu'on n'a pas une explosion du surendettement, il faut vraiment prendre ces chiffres-là avec des pincettes. Parce que potentiellement il y a des gens qui sont surendettés mais qui déposent pas de dossier à la Banque de France. Ouais, et puis j'ai un peu l'impression que la crise là financière, etc., s'aggrave, donc c'est peut-être là maintenant que ça va devenir plus coton, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est fou parce que vraiment, moi je te dis, je reçois beaucoup de gens qui sont dans une peur totale de finir sous un pont, et donc j'avais pas ton expertise de en fait voilà, à la fin en fait il y a toute cette possibilité là, donc c'est trop bien que tu viennes. Et ça va même plus loin que ça. Si on parlait de l'expulsion tout à l'heure. Si on dépose le dossier dans les temps, en gros, je ne vais pas aller dans les détails, mais pour ça, allez voir des associations pour vous aider. Si on dépose dans les temps, on peut avoir des effacements de dettes de loyer, par exemple, mais rester dans le bien. Donc, c'est vraiment une procédure qui est très protectrice
Et comme je disais tout à l'heure, moi, je travaille beaucoup avec, en gros, nos homologues européens. On a la chance en France d'avoir une des meilleures procédures de surendettement. C'est un droit. C'est un droit de chaque citoyen. Donc, alors, je dis pas qu'il faut en profiter, c'est super. Ouais. Il y a des conséquences aussi, au dossier de surendettement. C'est quoi les conséquences? Alors, les conséquences, alors souvent on me dit, ah oui, mais je vais être interdit bancaire. Et c'est vrai que moi, je réponds souvent aux gens, moi, je connais pas, je suis juriste, l'interdiction bancaire, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que vous entendez par interdit bancaire? Je vais être fiché à la Banque de France. Alors, faut bien avoir à l'esprit qu'il y a 2 types de fichage à la Banque de France. Il y a un premier fichage, c'est le fichage FCC. C'est en gros les chèques sans provision et l'usage abusif de la carte bleue. Quand on dépose un dossier de surendettement, on n'est pas fiché FCC. On va être fiché FICP. FICP, c'est le fichier des incidents de paiement de crédit. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas faire de crédit pendant 5 ans. En général, quand les gens nous appellent, comme je vous disais, ils viennent nous voir très tard. Donc, ils me disent, moi, je veux pas être fiché à la Banque de France. Malheureusement, souvent, ils sont déjà fichés à la Banque de France parce qu'ils sont en impayés vis-à-vis de certains crédits. Donc, ça, c'est une des premières conséquences, et c'est une conséquence qui, finalement, est très protectrice parce que ça va éviter de faire de nouveaux crédits pendant la durée de la procédure de surendettement. La deuxième chose, parce que souvent on me dit, ah bah oui, mais si je peux pas faire de crédit et que ma voiture tombe en rade, comment je fais parce que je peux plus aller au boulot? Alors, il y a des types spécifiques de crédits qu'on appelle des microcrédits personnels accompagnés. Et ça, c'est des microcrédits qui sont donc toujours distribués via un organisme social. Donc, Crésus le fait, mais beaucoup d'autres associations le font aussi. On va regarder le budget, on va regarder s'il y a une capacité de remboursement qui est assez, elle peut être assez faible. C'est réservé à certains projets, notamment la voiture, mais ça peut être aussi du mobilier, ça peut être la caution d'un appart, ça peut être vraiment plein de choses. Des trucs plutôt de nécessité, alors c'est ça? Par contre, on reste sur quelque chose de nécessaire, effectivement. Aujourd'hui, la mobilité, je crois que ça doit être 70 ou 80%, notamment avec les zones à faible émission. Il a fallu racheter vite fait des véhicules électriques qui coûtent un bras. Et donc, en tout cas, quand on est en dossier de surendettement, même si on peut pas faire de crédit classique, on peut quand même demander un microcrédit, et ce qui permet, pour la machine à laver qui tombe en rade, la voiture qui tombe en rade, en tout cas, cette inquiétude des gens de oui, mais comment je vais faire? Il y a des solutions. Encore une fois, c'est pas les solutions les plus simples, etc., mais il y a des solutions. Vous recevez quel genre de profil? Parce que je crois que l'un des trucs qu'on a en tête, c'est que souvent, les gens qui ont de l'argent sont de ce fait-là, pas dans une situation à être surendettés, mais je crois, si je me trompe pas, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gros salaires et qui ont des revenus corrects, qui finissent par eux aussi se retrouver dans des situations de surendettement, quoi. Alors déjà, le surendettement, ça touche tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête parce que ça fait partie. Alors, on a parlé de l'interdiction bancaire avant, on parlera du bien immobilier alors après, et comme ça, j'aurais fait mes 3 clichés. Grand plaisir. Non, le surendettement, ça peut toucher tout le monde. Déjà, ça peut toucher tout le monde parce que souvent, l'origine du surendettement, c'est un accident de la vie. Donc, on a des engagements de crédit, on a des charges, et puis et on a un budget qui est adapté à ces charges et ces mensualités de crédit. Pas de chance, on tombe malade, on perd le boulot, et on ne peut plus faire face à ces mensualités. Ça peut tomber sur n'importe qui. On a aussi du surendettement mauvaise gestion. Alors, tu parlais tout à l'heure de la peur de manquer. Ou alors aussi, il y a des gens qui ont clairement des problèmes d'achat compulsif. Il y a aussi ceux qui ont des addictions. Addiction à la drogue, mais addiction au jeu, par exemple. Ça peut toucher n'importe qui. Et j'ai envie de dire que quand on a des gros revenus, on n'est pas forcément habitué à bien gérer. Parce qu'on se dit, non, mais ça va passer. Et puis, ça passe pas forcément. Donc, nous, on voit beaucoup de dossiers, on voit autant de profils en France. Nos dossiers, c'est vraiment, ça peut être n'importe qui. Votre panel est assez représentatif, finalement, des gens qui sont dans la rue, quoi, dans la vie, quoi. Alors, d'autant plus que Crésus, on n'est pas vraiment tamponné, entre guillemets, social. Ok. Et c'est important parce que il y a des personnes, comme elles pensent que le surendettement c'est pas pour elles parce qu'elles gagnent trop d'argent, elles pensent aussi que les services sociaux c'est pas pour elles. Et parfois elles sont pas forcément bien reçues dans les services sociaux non plus, qu'on peut-être à gérer des situations plus urgentes. Donc c'est vrai que Crésus n'étant pas estampillé social, je pense qu'on a un panel en fait de bénéficiaires effectivement hyper large. Après, c'est important de se dire que le surendettement c'est j'arrive pas à payer mes charges ou j'arrive pas à payer mes crédits ou les deux. Je suis pas obligée d'avoir un crédit pour aller en surendettement. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses où on dit, non, mais moi, j'ai que des dettes de charges,
Donc, je peux pas aller en surendettement, il faut des crédits. Non, Ouais. c'est vraiment les dettes. C'est incroyable. Hein. Et donc, tu me disais, le dernier cliché, c'est le bien immobilier, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu en voulais fait, dire par rapport à ça? en fait, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas nous voir, alors que, pour le coup, venir nous voir, ça n'engage absolument à rien, mais qui ne souhaitent pas déposer un dossier de surendettement parce qu'elles ont peur que, alors là, je cite, la Banque de France va me piquer ma maison. Alors, déjà, je rassure, la Banque de France ne pique jamais les maisons. Hein. La Banque de France, elle est là pour traiter la situation, elle n'est pas là pour prendre vos biens ou gérer les ressources. Et d'ailleurs, c'est vraiment la Banque de France, la commission de surendettement, elle va vraiment juste expliquer comment traiter les dettes, mais c'est pas elle qui va faire. On paye pas la Banque de France dans le cadre d'un plan de rééchelonnement. Et la maison, c'est en fait pour les personnes qui ont une maison, qui ont un bien immobilier, résidence principale. Il y a une disposition dans le code de la consommation qui dit que la commission de surendettement va s'efforcer, dans la mesure du possible, pour que les personnes gardent leur bien immobilier résidence principale. Soit parce qu'on a une capacité de remboursement et qu'on peut rembourser en gros sous 25 ans. Je reviendrai sûrement là-dessus tout à l'heure, mais quand on n'est pas propriétaire, le plan de surendettement, c'est maximum 7 ans. Ça peut aller jusqu'à 25 ans pour garder le bien immobilier. Donc on a déjà beaucoup de biens immobiliers qui sont maintenus comme ça. Et quand on n'a pas la capacité de remboursement de garder son bien immobilier, la Banque de France va laisser 2 ans, elle va geler toutes les dettes. Elle va laisser 2 ans pour que la personne puisse vendre elle-même son bien immobilier. Donc dans l'idée, pas à perte. Mais c'est incroyable. Mais c'est même Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ça? Ah bah ça... Ça fait partie des trucs qu'on devrait apprendre à tout le monde, quoi. Ah mais complètement. Et moi je vais Ça être enlèverait honnête, plein de peurs. Je suis arrivée chez Crésus, je ne connaissais pas. Je ne savais pas du tout ce que faisait la commission de surendettement. Je savais que ça existait. Mais alors exactement ce qu'elle faisait, cette commission, qu'une idée. Ok, mais donc on est quand même dans un pays où on peut dire que, comment dire, il y a en place des protections par rapport à justement les problèmes de surendettement, les problèmes financiers, quoi. Ah, c'est vraiment ça. En fait, je crois qu'il y a un vrai engagement de l'État, et depuis, je dirais, une dizaine d'années, de renforcer les moyens d'inclusion financière et d'inclusion bancaire. Et la procédure de surendettement, ça en fait partie. Et elle est arrivée en 92. L'idée, c'était qu'à l'époque, en fait, il y avait une explosion du crédit à la consommation, notamment parce que le marché du crédit était beaucoup moins régulé qu'aujourd'hui. Et donc, il fallait bien trouver une solution. Et Madame Neyert, qui est la députée qui a mis en place cette procédure en 92, elle raconte que ça a été un de ses premiers dossiers quand elle est arrivée. Alors, en l'occurrence, je crois qu'elle était secrétaire d'État à ce moment-là. Et elle est arrivée et elle disait que justement, dans sa permanence de députée, elle avait un nombre de dossiers de personnes qui n'arrivaient plus à faire face à leurs dettes, qui était hyper important. Je crois qu'elle était députée en Seine-Saint-Denis. Et justement, elle avait une vraie volonté, du coup, de trouver des solutions, de trouver une procédure qui permette à ces gens-là de s'en sortir. L'idée, c'est de dire qu'on a tous droit à une deuxième chance, en fait. C'est incroyable. Mais c'est génial. Mais non, mais c'est vrai, c'est que des bonnes nouvelles. Et je pense que c'est le problème. On parlait tout à l'heure des gens qui viennent trop tard. Mais parce qu'ils savent pas qu'il y a des procédures qui vont les sauver. Souvent, on me pose la question, mais est-ce que le dossier de surendettement, c'est inscrit au casier judiciaire, par exemple? Non, c'est pas inscrit au casier judiciaire. Moi, je dis toujours, ne pas payer ses dettes. On revient à cette histoire de honte, encore une fois, de marquer au fer rouge, quoi. Et en fait, ne pas payer ses dettes, c'est une faute civile, parce qu'on respecte pas son contrat, là, oui. Un délit pénal, non. C'est pas, on fait pas un délit quand on rembourse pas ses dettes. Et puis sur le plan moral, là, par contre, je pense qu'il nous faudrait 17-20 heures pour en discuter. Donc, ça n'est que le podcast, ça n'est que le sujet du podcast, quoi. Tu vois, c'est que finalement, ça dépend aussi de ce qu'on vient projeter sur l'argent d'une manière ou d'une autre, quoi. Tu travailles, toi, avec des gens directement qui sont endettés, surendettés, que tu vois au quotidien? Alors, en fait, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est formation des bénévoles, parce que notre réseau, c'est 95% de bénévoles. Alors, c'est marrant parce que, on a un profil de bénévoles assez atypique. Mais ça va avec notre matière, en fait, qui est le surendettement. C'est que chez nous, je dirais que 80% des bénévoles sont des anciens banquiers. Ok. Donc, ils changent de côté, en fait. Un peu de travailleurs sociaux, un peu de juristes, d'assureurs. Et donc, moi, je suis là pour les former. Quand tu dis ils changent de côté, les banquiers, c'est que... ils ont distribué le crédit et ensuite, ils vont être sur comment on fait quand on n'arrive pas à payer le crédit. Okay. Je dirais que... et d'ailleurs, c'est une présidente de Crésus qui me le disait il y a pas longtemps et c'est là où je me trompe en disant ils changent de côté. La présidente de Crésus, c'était Crésus Gironde. Elle m'a dit, mais moi, j'ai commencé à faire du Crésus quand j'étais conseillère bancaire.
Oui, donc tu peux faire aussi les deux. C'est-à-dire... Tout à fait, mais aujourd'hui, on va dire que les conseillers bancaires ont peut-être moins de marge de manœuvre en termes de conseils à donner aux personnes, parce que l'organisation en fait des banques est un peu différente. Tu veux dire que globalement, l'acceptation des crédits est vachement plus réglementée et gérée par alors ça, c'est clair. Des algorithmes, etc., etc. quoi. Alors des algorithmes et puis de la connaissance du client. Et puis la loi a changé en fait. En 2010, ça a vraiment été une année charnière. C'est la loi Lagarde qui transposait en fait une directive européenne, la directive crédit, mais qui a voulu aller plus loin que la directive crédit. Donc on a un socle européen et nous, la France, on a dit ok, le socle européen, évidemment, on va le respecter, mais en fait on va aller plus loin et on va plus protéger le consommateur. Donc depuis 2010, on a déjà une distribution du crédit qui est beaucoup plus régulée qu'en 1992. Ok. On a une évaluation de solvabilité, alors qui est plus ou moins bien faite. Ça dépend un petit peu des organismes et puis aussi de ce que disent les gens. Je me permets de rebondir. Vas-y, on parle de relation à l'argent, je crois, aujourd'hui. Bah oui. Et j'ai une bénéficiaire qui un jour m'a dit. Alors déjà, quand elle s'est présentée, elle m'avait dit je suis au bord du surendettement. Ok. Donc je prends le rendez-vous, puis je lui dis est-ce que vous pouvez me dire juste vos ressources, le montant de vos ressources et le montant de mes mensualités de crédit. J'ai pas parlé des charges. On était vraiment sur l'endettement crédit. Et elle me dit, mes ressources avec mon mari, on gagne, je crois que c'était 3 800 € à deux. Okay. Et le montant de mes mensualités, 4 200. Alors bon, sur le haut bord du surendettement, et c'est quelqu'un qui a une culture financière, c'est pour dire que dès qu'on parle de son propre budget, mais d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à penser à leur propre budget, on n'est plus très raisonnable en fait. Ça implique beaucoup de choses. Et cette personne-là, je lui ai demandé, quand je faisais on a préparé le dossier de surendettement ensemble, je lui dis, est-ce que vous avez menti quand vous avez fait les crédits? Parce qu'en fait, pour des petits crédits, on n'a pas forcément de pièces justificatives à donner. Et donc, il faut répondre évidemment de bonne foi et répondre la vérité, mais malheureusement, quand on voit des dossiers avec beaucoup, beaucoup de crédits, on se dit que peut-être qu'on n'a pas été si clair, que la personne n'a pas été si claire quand elle a pris le crédit. Et j'avais bien aimé sa réaction, parce que c'est une réaction qui est naïve, mais qui est tellement vraie. Mais Pauline, si j'avais donné vraiment tous mes crédits, il m'aurait jamais accepté le crédit. Et donc voilà, je trouve que cette dame-là, elle est vraiment hyper représentative elle était pas au bord du surendettement, elle était déjà surendettée. Et quand on aurait pu l'arrêter au moment où elle a refait un crédit, en fait, elle a menti. Et c'est pour ça que nous, chez Crésus, depuis 30 ans, on a un combat qui s'appelle le fichier positif des crédits, un fichier qui reprend en fait tout l'endettement des personnes. Aujourd'hui, on a le fichier négatif, c'est le FICP dont je parlais tout à l'heure, où là c'est les crédits sur lesquels les gens ont des impayés. Ouais. Un fichier positif, c'est un fichier qui recueille tous les crédits que la personne a pris. Alors là, on me regarde avec des grands yeux, des fois même certains travailleurs sociaux me disent « Oh là là, mon Dieu, mais quelle atteinte à la vie privée !» Alors, bien évidemment, nous, on est pour un fichier des crédits, déjà pas à grande diffusion, il faut que ce soit que le banquier qui va accepter un crédit qui puisse le vérifier. Et puis, au moins, la charge de l'information, elle ne repose pas que sur le débiteur, elle repose aussi sur la banque. Et la banque ne peut pas dire après oh, « Mais moi, je ne savais pas qu'il avait autant de crédits. » Ok. Globalement, c'est quoi le profil des gens qui viennent et c'est quoi leur relation à l'argent? Alors, je vais avoir du mal à donner un profil type. On voit beaucoup, alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais parce que les clichés parfois, on voit beaucoup de femmes seules, de familles monoparentales. Le mari est parti, il a laissé toutes les dettes, on n'a plus d'adresse. Cool, merci. Voilà, donc ça on voit beaucoup, mais beaucoup aussi et de plus en plus de personnes âgées. Et nous on voit une problématique, une problématique, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est leur problématique. C'est des personnes qui ont des enfants, qui ont la trentaine, la quarantaine, et qui continuent à aider leurs enfants, mais qui n'ont pas forcément les moyens, et puis avec le passage à la retraite, qui n'ont pas forcément les moyens d'assurer les charges, celles qu'ils avaient avant la retraite, et en plus d'aider leurs enfants. Ça, on le voit beaucoup. Ah ouais? Ouais. J'en profite parce qu'il y a des gens qui refusent, qui de ce fait-là, dans mon podcast, il y a des gens qui ont peur que leurs parents les aident, tu vois. Et moi, j'ai vraiment ce truc où, en fait, si tes parents t'aident, à un moment donné, faut que tu t'acceptes aussi. C'est qu'en fait, c'est eux les grands et c'est toi le petit, quoi. Donc, faut aussi que tu sois prêt à accepter. Mais n'hésitez pas à parler d'argent avec vos parents, en fait, tout simplement, et voire même à leur demander si c'est ok, si tout va bien, quoi.
Et puis peut-être à l'inverse, si les parents aident, peut-être leur demander effectivement si c'est OK. Parce que je pense spécialement à un couple quand je parle de ce cas-là, même si c'est quelque chose que je vois beaucoup, où ils n'osent pas en parler à leurs enfants. Donc aujourd'hui, moi, j'ai aucune connaissance. Est-ce que les enfants ne peuvent effectivement absolument pas assurer leur charge, et heureusement que les parents sont là? Ou est-ce que quelque part, et ça c'est une question de relation à l'argent, est-ce que quelque part les parents ne veulent surtout pas en parler? En fait, les enfants pourraient s'en sortir, alors pas forcément de manière géniale, mais pourraient s'en sortir sans l'aide des parents. Et oui, effectivement, comme on n'en parle pas, on reste chacun dans sa situation compliquée. Exactement. Et pour moi, l'une des meilleures façons de finir par réussir à marcher seul aussi, c'est qu'à un moment donné, on t'enlève la béquille. Et que, par exemple, comment ces enfants feraient si leur daron ne leur filait pas un coup de main, quoi. Tout à fait. C'est une bonne question. Hein. Et donc oui, c'est des parents qui, en plus, aident sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste une aide à un moment donné, un peu, ok, t'as un petit problème, on va te filer un peu de sous pour faire Non, c'est... Alors ça peut être des sous directement, ça c'est le cas classique, mais il y a aussi toute l'aide qui est pas directement financière, mais qui en fait l'est. Garder les petits-enfants. Alors vous allez me dire, garder les petits-enfants, ça coûte pas très cher, faut quand même les nourrir. Bah oui. Puis dès qu'ils sont ados, ça bouffe. Oui. Et puis ça va être des trajets, par exemple, les emmener aux activités le mercredi, les emmener chez l'orthophoniste, à l'apprentissage. Et ça, malgré tout, même si ça coûte pas directement, parce qu'on va pas donner de l'argent aux enfants, l'essence, ça coûte. Et c'est pour ça que c'est important que les parents en parlent aux enfants, parce que les enfants ne se rendent pas forcément compte. C'est très intéressant. Et oui, donc tu me disais, tu avais d'autres profils aussi En fait, après, c'est des profils malheureusement très communs. Alors, je parle des familles monoparentales parce qu'on est dans des situations en général potentiellement dramatiques, mais on a aussi de la classe moyenne, des personnes qui touchent le SMIC un petit peu plus et qui ne s'en sortent pas aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, avec l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie, on a de plus en plus de dossiers où c'est pas des crédits qui sont impayés, mais ce sont des charges courantes. Et ça, en tout cas, c'est une vraie inquiétude pour nous. C'est un vrai truc que vous observez là depuis un an. Alors, on l'a toujours un peu observé. Moi, je suis arrivée chez Crésus il y a 5 ans et je me souviens que le premier bureau de la fédération auquel j'ai assisté, on parlait déjà du fait que les prix augmentaient plus que les salaires et que du coup, à un moment, on allait se retrouver dans une situation compliquée. Là, avec les explosions des coûts de l'énergie et avec l'inflation, effectivement, c'est de pire en pire. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Non, j'ai réussi à passer le fichier des crédits. Je pense que là, je suis bonne. Trop bien. Hein. Comment on fait ? Voilà, par exemple, je me dis, ok, il y a des gens qui écoutent Histoire d'argent et qui sont peut-être justement dans cette honte. Comment ça se passe ? Il faut aller voir sur votre site internet, Crésus.org, la fédération à côté de chez vous. Exactement. Et en fait, c'est quoi le premier conseil que tu auras envie de donner à des gens qui hésitent et qui justement ont peur, quoi? Ça coûte rien. Envoyez-nous un mail, appelez. Alors, je connais pas les 500 bénévoles, mais j'en connais quand même une bonne partie. En plus, honnêtement, ils sont vachement sympas. Oui, c'est que des gens sympas, j'imagine. S'ils le font, c'est pour aider les gens. C'est pas pour faire gens, la quoi. morale. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là, et nous, ça fait partie de nos valeurs, mais qui sont inscrites en gros. C'est qu'on n'est pas là pour juger les personnes. Souvent, les personnes, la première chose qu'elles me disent quand je les ai au téléphone, c'est de ma faute. En fait, moi, je suis pas là pour dire c'est de ma faute ou de la faute de la banque ou de la faute de je sais pas, du gouvernement. Non. Moi, je suis là pour traiter la situation de manière assez comptable, en fait. C'est quoi votre budget ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ? Et c'est compliqué. D'enlever l'émotion, finalement. C'est vraiment ça. Hein une fois, j'avais vu un petit film sur Arte, c'était un petit cours de 5 minutes, un truc comme ça. Il parlait d'une association, alors, je sais pas si c'était Crésus ou une autre, c'était à Strasbourg, donc bon, je me suis dit que c'était sûrement nous. Et ça m'a touchée parce que la personne disait que elle s'était fait aider et ce qu'elle avait apprécié justement, c'était ce côté comptable. Ce côté, on n'est pas obligé de raconter sa vie. Alors après, ça va dépendre des accompagnements, ça va dépendre des situations, mais par exemple, moi, quand je fais un accompagnement, je vais pas demander pourquoi les crédits ont été pris. Honnêtement, je m'en fous. Ça m'aide pas à traiter le dossier de la personne. Donc les gens qui sont dans des situations où ils ont des tas de lettres, etc., qu'ils n'osent pas ouvrir, ils peuvent aussi venir vous voir, quoi. Tout à fait. On accompagne à l'ouverture du courrier aussi. C'est là pour filer un coup de main. Non, mais j'imagine le drame que ça doit être, quoi. Est-ce que vous aidez aussi à rendre les gens autonomes, c'est-à-dire que les gens qui sont dans
dans une vraie situation de j'ose pas ouvrir mon courrier, est-ce qu'ils ressortent de là en dédramatisant un petit peu, en se disant ok, maintenant j'y arrive tout seul? Ça va vraiment dépendre de la personne. Oui, bien sûr. Dans l'idée, oui. Dans l'idée, on est là justement pour aussi pour démystifier, pour dédramatiser. Donc normalement, ça permet derrière d'être plus autonome. On fait de l'accompagnement budgétaire. Donc là, ça va être regarder les comptes bancaires et puis voir s'il y a des choses en termes de gestion. Alors des fois, c'est de la gestion. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de dire vous allez peut-être qu'il faudrait aller moins au restaurant. C'est hyper touchy l'accompagnement budgétaire parce que on critique la vie de la personne en fait. Ouais. Mais quand je dis critiquer, attention, c'est pas forcément négatif. Non, mais c'est juste, encore une fois, si tu mets les choses comptablement, tu regardes les trucs et tu te dis, ok, c'est quoi les choses sur lesquelles peut-être t'as moins de besoin vital, quoi. Et puis nous, on n'est pas là pour prendre des décisions pour les gens. Bien sûr. Je me souviens d'un cas où je regardais les comptes bancaires et je disais, là, je vois qu'il y a l'école de votre fille qui coûte assez cher. Donc là, c'est un poste sur lequel, effectivement, il y a peut-être des économies. Et là, le couple m'avait dit, ah non, ça, nous, l'éducation de notre fille, c'est le plus important, donc ça, on revient pas dessus. Très bien. Par contre, il faut trouver d'autres postes. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir un regard objectif sur son budget et sur son relevé de compte. Je donne un exemple qui m'est très personnel, puisque ça m'est arrivé. Okay. Quand je suis arrivée chez Crésus, je me suis dit, je vais peut-être regarder mes relevés de compte. Je faisais pas trop mes comptes. Commençons par faire le tas. Voilà, un petit peu, l'histoire du cordonnier mal chaussé, tout ça. Et j'ai regardé mes comptes et je me suis rendu compte que tous les mois, j'avais un prélèvement qui passait de 6 €, je crois, donc pas un truc fou, mais depuis des années. Et honnêtement, j'étais incapable de dire ce que c'était que ce prélèvement. Bon, alors, j'ai bloqué le prélèvement, je me suis dit, ils me retrouveront, comme ça, au moins je saurais. Ouais. Et en fait, ça faisait 5 ans que je payais une assurance pour un portable. J'avais changé de portable il y a 4 ans. Et donc, comme je regardais pas mes comptes, ça n'a pas changé ma situation financière. Mais 6 €, 6 €, 6 € pendant 4 ans, ça chiffre. Et donc, rien que ça, c'est important. Moi, je prends souvent alors, je sais pas si c'est la meilleure des métaphores, mais l'accompagnement budgétaire, il y a un côté, on est un peu comme un psy. Alors, pas parce qu'on va être là pour démêler la situation psychologique de la personne, même si en général, ça aide. Bien sûr. Que d'y voir un peu plus clair dans ses comptes. C'est sûr, ça met de la clarté. Exactement, mais aussi parce que pour les personnes qui vont voir un psy, elles savent que le psy, il est là pour avoir un regard extérieur et pour pointer des choses que la personne elle-même ne peut pas trouver. Elle le sait peut-être, mais elle ne peut pas le trouver. Nous, c'est un peu pareil. Comme on arrive avec un regard complètement objectif, voilà, oui. Objectif et comptable. Sur les relevés de compte, en fait, on va pouvoir pointer des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Des fois, ça va être aussi relire les contrats d'assurance. Beaucoup de personnes sont beaucoup trop assurées. J'ai 3 contrats pour le même risque. Parce qu'en fait, il y avait une garantie sur ce risque avec mon contrat carte bleue et puis aussi avec mon assurance maison. Donc, des fois, c'est aussi faire un audit comme ça où on va pouvoir gagner là-dessus. Puis, il faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Le forfait de téléphone coûte cher. Il y a plein de comparateurs sur Internet. Faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on va pouvoir voir. Mais c'est sûr qu'il faut plonger son nez dedans, quoi. Faut y aller, quoi. Ça nécessite un peu de travail. Mais c'est toujours plus simple de le faire à 2 que de le faire tout seul. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on a, par rapport à ça, on a développé une appli qui s'appelle Budget Grande Vitesse. Alors, c'est pas une appli, c'est une web app. Okay. Mais vous le trouvez sur le net. En fait, cette appli, on peut connecter ses comptes bancaires sur cette appli via la DSP2, enfin bref. Et l'idée, c'est que cette appli, elle va apprendre à reconnaître vos charges, vos ressources. On va pouvoir faire des simulateurs d'aide sociale, parce que le non-recours, on connaît bien, on sait bien que tout le monde ne demande pas les aides dont il pourrait bénéficier. Et surtout, l'appli va calculer le reste à vivre. Ça veut dire que dans votre poche, alors, les applis bancaires, elles sont très bien, mais vous avez le solde de votre compte. Ça vous apprend pas grand-chose, en fait, le solde de votre compte. Par contre, l'appli, elle va vous dire en temps réel combien vous avez de reste à vivre, de disponible pour le mois. Parce que tous les mois, elle va déjà retirer le loyer, parce que de toute façon, le loyer doit être payé tous les mois. Et donc ça peut être aussi un outil qui, même quand on n'est pas en difficulté financière, permet d'avoir déjà de voir ce qu'on dépense et pourquoi, mais aussi de savoir est-ce que ce mois-ci, je peux, je sais pas, m'acheter un nouveau portable. Ah non, ce mois-ci, en fait, en disponible, il me reste 200 €, on est le 25 du mois, ouais, non, allez, on va dire le 20 du mois, ça va être juste. En tout cas, voilà, moi, j'invite les gens aussi à aller sur cette appli parce qu'elle permet, c'est une appli qui est gratuite et à but non lucratif. Et puis sécurisée. On a vraiment travaillé avec plein de banques parce qu'on travaille en partenariat avec certaines banques pour tester notamment la sécurité informatique parce que les gens connectent leur compte bancaire quand même. En tout cas, tous les tests ont été passés, donc c'est une appli qui est sécurisée
et qui permet du coup de s'y retrouver un peu Ok. au quotidien. C'est vraiment reste à vivre l'expression qu'ils utilisent ou Chacun a son expression. Je crois que sur l'appli, c'est quand même reste à vivre ou c'est disponible, mais je crois que c'est reste à disponible, vivre. c'est mieux parce que tu sais, moi je me bats contre cette C'est vrai. expression Alors que gagner nous, on sa se- vie. Ah oui, là-dessus, d'accord. Parce Oui. que ça veut dire que si t'as plus d'argent, C'est vrai. Alors, t'as je plus de dirais, vie. reste pour vivre. Est-ce que c'est un peu mieux? Bah, Disponible. reste dispo, c'est bien. Bon, merci beaucoup, Pauline. Je mettrai un lien vers Crésus dans les notes de cet Super. épisode et merci beaucoup pour toutes ces infos. J'ai appris plein de trucs. Eh ben, Et si vous êtes ou vous avez été surendetté, en situation de surendettement, n'hésitez pas à venir me voir, à m'envoyer un mail sur argent@florent.com. J'adorerais vous avoir dans le podcast, quoi. Et alors, si je peux rajouter quelque chose. Tu peux. Allez. N'hésite pas. Nous aussi, Crésus, on a une radio, enfin, il y a une web radio, on fait des podcasts. Alors, Ok. c'est pas toutes les semaines, mais par contre, ça peut être intéressant pour les personnes. En fait, cette radio est à la destination de nos bénéficiaires. L'idée, c'est de faire témoigner des gens qu'on a accompagnés. Déjà pour que les gens se rendent compte que ils sont pas seuls à avoir Ok. des difficultés financières. Et puis aussi se rendre compte que, ouais, on trouve des solutions. Eh bien, écoute, je mettrai un lien. alors. Génial. Allez, c'est cadeau. Comme ça, Merci vous... beaucoup. Merci bien, c'était cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.